comme dans tous ces chocs qui sont exogènes, généralement ça dure un temps et finalement on reprend le rythme. Donc la question c'est de savoir à quel rythme on va pouvoir redémarrer. Ça brûle. Bonjour, comme Bousquet, créant business. Bonjour Thomas Veillet. Bonjour. Est-ce que vous pensez que nous sommes à un tournant économique historique ? Non, je pense pas. Je pense qu'on est en train de vivre une crise économique et sanitaire historique. De là à dire que ça va changer la face du monde, je pense pas. Je pense qu'on vit effectivement une crise compliquée qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est un peu le cas de toutes les crises exogènes qu'on peut voir dans les marchés financiers. Généralement, une crise se produit quand on s'y attend le moins. Et là, c'est vrai qu'on n'avait pas vu l'impact aussi violent de cette petite grippe, comme nous l'avons dit au début, qui s'est un peu compliquée avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment, c'est que finalement, on a une économie qui s'est arrêtée complètement. La consommation pétrolière s'est arrêtée, la consommation tout court s'est arrêtée en grande partie. Et donc, du coup, on a des conséquences qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Par contre, il faut quand même bien voir une chose, c'est que si on part du principe qu'on va se débarrasser de ce coronavirus, et on va le faire, eh bien, à un moment donné, l'économie va reprendre ses droits. Alors, peut-être que certaines personnes se diront, je vais changer d'attitude, je vais faire autrement, je vais me déplacer en trottinette électrique et plus en diesel. Mais je crois que sur le temps, les choses vont revenir à la normale et que ça n'aura pas changé grand-chose. Donc, je pense qu'on vit un événement exceptionnel dont on reparlera certainement dans les écoles de bourse, entre guillemets, dans les écoles de finance. Oui. Mais par contre, je ne crois pas que ça va changer la face du monde. Et aujourd'hui, comment les États puis les entreprises vont trouver de l'argent en fait pour financer toutes ces pertes ? L'avantage des États, c'est qu'ils peuvent soit emprunter à bas prix, puisqu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont quasiment au niveau de zéro pour la plupart des pays. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, si vous venez en tant qu'État, puisque vous avez la garantie entre guillemets gouvernementale, ce qui n'est pas le cas de tous les pays du monde, je rappellerai quand même qu'il y a le Liban et l'Argentine qui sont en défaut, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, comme des pays classiques occidentaux comme les États-Unis ou comme la France ou comme l'Allemagne, on sait qu'ils sont plus ou moins solvables, ils peuvent emprunter de l'argent. Ça, c'est la première chose. C'est intéressant à faire, puisqu'aujourd'hui les taux sont extrêmement bas. Et la deuxième solution, c'est l'impression de faire marcher la planche à billets. Donc aujourd'hui, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles débloquent du cash. Ce cash, on fait quoi ? On le fait via des artifices de crédit derrière et en même temps de l'impression financière. Aux États-Unis, ils font simplement tourner la planche à billets, ils priment des dollars. Et aujourd'hui, comme ils ont cette facilité de le faire, ils permettent d'avoir beaucoup de liquidités et de le mettre à disposition des privés, des entreprises, pour qu'ils puissent relancer l'économie. C'est comme ça qu'ils se financent, tout simplement. Parce que la plupart sont endettés jusqu'au cou. Les États-Unis, les premiers. Et aujourd'hui, on ne fait que augmenter la dette et on ne voit vraiment pas comment on va les rembourser dans l'immédiat, en tous les cas. D'accord, ok. Est-ce que le coût de la vie risque d'augmenter après cette crise ? Alors oui, le coût de la vie devrait logiquement augmenter puisque le fonctionnement de cette injection monétaire que les États ont mis en place depuis 2 mois maintenant, j'ai perdu, je crois qu'on est à 10 000 milliards de plans de soutien économique mondiaux, si on prend les Américains, les Français, les Européens, etc. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, cette injection monétaire va forcément déclencher quelque chose, c'est l'inflation. Donc forcément, il va y avoir une inflation. Donc normalement, à terme, il y aurait un certain coût de la vie qui devrait se déclencher derrière. Mais quelque part, c'est l'inflation jusqu'à un certain niveau, c'est sain. Aujourd'hui, en Europe, depuis 3-4 ans, on pagaille par tous les moyens pour essayer de trouver un moyen de faire monter cette inflation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inflation avec un zéro et c'est pas bon non plus. Ouais. La déflation, il n'y a rien de pire. Donc ce qu'on doit, c'est aller chercher de l'inflation. Là, aujourd'hui, avec cette injection monétaire, on va avoir de l'inflation probablement, donc une augmentation du coût de la vie. À un moment donné, ce qu'il faudra faire attention, c'est que les banques centrales vont devoir remonter les taux pour empêcher que l'inflation devienne galopante et que devienne un autre problème à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'il y aura une augmentation du coût de la vie. Maintenant, de combien et de quoi, c'est difficile à dire. Et comment est-ce qu'on mesure le coût de la vie aujourd'hui, c'est un autre débat aussi. D'accord. Parce que si je prends un exemple tout simple qui vient de se produire en Chine, puisqu'après la libération du confinement, puisqu'ils sont en avance sur nous, qu'est-ce qu'ils ont été faire en premier ? Les Chinois, ils ont acheté des iPhones. Donc en fait, c'était une réaction, à 1200 euros, à 1200 euros l'iPhone aujourd'hui. Moi, je sors de 5 semaines de confinement, j'ai envie de faire d'autres trucs là-dessus. Oui. D'accord. Forcément, il va avoir un coût pour l'économie mondiale, de manière générale, entre le coronavirus et la crise pétrolière. Oui, il y a un coût. Évidemment. Aujourd'hui, ça s'arrête. On voit que les estimations de produits intérieurs bruts qui vont être publiées ces prochains mois sont évidemment catastrophiques, puisqu'il n'y a plus de
consommation. Enfin, moi, ça fait 5 semaines que je suis bloqué à la maison, donc je consomme plus d'essence. Je pense que comme je ne suis pas tout seul, ça peut se répercuter sur pas mal d'autres personnes. Donc on fait le calcul, il va y avoir un coût. Aujourd'hui, les estimations sont impossibles à calculer. On ne sait pas, on a vu certains banquiers centraux, certains experts venir le dire, mais de faire des ébauches. Alors comme je dis une chose qui est assez marrant, c'est que finalement, on se rend compte que les ébauches de réduction du produit intérieur brut oscillent entre 30 et 50%. Voilà. Alors il y a des cas qui sont à 30, des cas qui sont à 40, des cas qui sont à 50, mais il n'y a personne entre deux. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on met des chiffres un peu au hasard, ça va par dizaines. Si vous dites moins 10%, moins 20%, vous n'êtes pas crédible, alors on commence à 30 et on va jusqu'à 50. En gros, on n'en sait rien. Il y aura un coût qui va être monstrueux, mais comme on ne sait pas, qu'on sait que ça va s'arrêter et à quel rythme on va pouvoir recommencer à consommer normalement et que les entreprises puissent recommencer à travailler normalement, on ne peut pas faire un calcul très clair. Il va y avoir un choc, mais simplement comme dans tous ces chocs qui sont exogènes, généralement ça dure un temps et finalement on reprend le rythme. Donc la question c'est de savoir à quel rythme on va pouvoir redémarrer et réaccélérer cette économie dans les années à venir. Mais mettre un coup là-dessus, personne ne peut le dire. Et ceux qui le disent aujourd'hui, c'est on jette une pièce en l'air, on verra bien ce que ça donne. Oui, c'est des prévisions. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que l'interventionnisme de l'État est une bonne chose du coup sur les marchés financiers ? Alors ça c'est une question qu'on se pose depuis 10 ans, parce qu'en fait, on est rentré dans un marché atypique qui est complètement différent de ce qu'on n'a jamais connu. Si je veux faire un peu le vieux expérimenté, vu mon âge avancé et mes cheveux gris, je pars du principe que je me dis, bah voilà, si on retourne dans le passé, dans les années 90 jusqu'à 2005-2007, on n'avait pas cet interventionnisme aussi fort de la part des banques centrales. Aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau marché, comme certains aiment bien dire, un nouveau paradigme économique, ça fait toujours bien à placer dans les soirées. Donc on est rentré dans un nouveau paradigme économique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis la crise des subprimes dans les années 2008-2009, eh bien aujourd'hui, les banques centrales sont là pour soutenir l'économie. Et ils le font pourquoi ? Parce que si on laisse le marché boursier s'écraser définitivement et on laisse les entreprises partir en faillite, on a toute l'économie qui part à volo et il n'y a plus d'espoir d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de... on est devenu addicted, on est devenu junkie de ces banques centrales et on a besoin d'elles pour continuer à bosser, pour continuer à se financer, pour continuer à fonctionner. C'est pas forcément très sain sur le long terme, mais simplement aujourd'hui, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et de là à dire que c'est bon, je dirais non. Mais en même temps, si on ne le fait pas, on va devoir revoir complètement notre manière de fonctionner. Et là, quand je parle de revoir notre manière de fonctionner, ça veut dire qu'on ne va pas devoir savoir si un jour on rachètera une voiture, c'est plutôt savoir est-ce qu'on va acheter du terrain pour cultiver des pommes de terre pour pouvoir manger dans 2 ans. C'est surtout ça que je veux dire. Donc aujourd'hui, non, l'interventionnisme n'est pas bon, mais enfin, on n'a pas d'autre alternative. Mais est-ce que c'est du coup un bon moment pour investir en bourse ? Alors, il n'y a pas de bon moment pour investir en bourse. Je dirais, ça dépend comment on investit. Si on veut faire de l'investissement très court terme, aujourd'hui, le marché vient de perdre en absolu depuis les plus hauts de l'année, les plus hauts historiques au mois de février. On a perdu, je crois, 40-42%, grosso modo. Aujourd'hui, depuis le 23 mars, on a repris 25%. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché de trader. C'est un marché où ça va dans tous les sens et il y a beaucoup d'argent à faire, mais aussi beaucoup d'argent à perdre. Parce que c'est très violent, parce que c'est très très volatile, ça bouge très vite dans tous les sens. Et on a eu pendant des mois des journées à moins 0,2%, plus 0,3%. Et tout d'un coup, on s'est enquillé des journées à moins 10, moins 12, des choses qu'on n'avait plus vues depuis... même moi, certaines journées, je ne les avais jamais vécues après 30 ans, puisqu'on devait chercher aux années 30, 1930, pour trouver des mouvements. Pour moi, l'investissement en bourse, c'est un travail qu'on remet tous les jours sur le métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui investit, il investit régulièrement dans un panel de sociétés qu'il apprécie. Et aujourd'hui, on fait, si vous investissez, on va dire, je sais pas, 200 € tous les mois en bourse, et bien tous les mois, vous rachetez les mêmes sociétés. Et donc sur le long terme, vous allez lisser votre performance. Et aujourd'hui, si vous prenez des boîtes de qualité, dans 10 ans, elles vaudront plus que ce qu'elles valent aujourd'hui. Vous aurez touché des dividendes entre deux. Et c'est un bon moment. Donc, de là à dire que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer, c'est clair que je pense qu'il y a pire comme moment. D'accord. Voilà. Donc voilà, nous étions avec Thomas Veillé pour le Crayon Business. Merci beaucoup Thomas Veillé. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne journée.